Bonjour, on voulait vous faire une petite présentation de la pétition et de ses implications. Donc la pétition sur la BNS qui a été déposée l'été dernier par le collectif Break Free et Tour du Climat à l'adresse du Grand Conseil de Genève et de la ministre des Finances de Genève également. Donc pour commencer, on voulait faire un petit retour sur les faits scientifiques de la crise climatique actuelle. L'été dernier, le dernier rapport du GIEC est sorti avec deux conclusions très importantes. La première est que nous sommes inclavablement les responsables de la crise climatique. Cette fois-ci, il n'y a plus de doute possible. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important. Et le deuxième est que les changements induits par nos activités sont sans précédent de par leur nombre et également de par leur intensité. Les graphiques le montrent bien, notamment ceux donc, dans le rapport du GIEC. On le voit, il s'agit d'un réchauffement sans précédent depuis plus de 2000 ans. Et également, on voit que ce réchauffement suit, comme on le voit sur le graphique de droite, la courbe simulée des effets naturels et des effets humains. On a la courbe bleue qui montrerait l'évolution de la température si on ne prenait pas en compte les facteurs humains. Et là, on voit que la courbe observée, donc en noir, suit bien l'autre courbe, la courbe simulée, prenant en compte les facteurs naturels et humains. Donc on voit bien là que l'origine de ce réchauffement sont nos propres activités, les activités humaines. Mais les conséquences de nos activités ne sont pas seulement visibles dans les rapports du GIEC, comme on vient de le parler, mais également dans la vraie vie, comme l'été dernier, comme vous pouvez commencer à le voir sur cette image du Canada, où les températures tellement élevées et les feux de forêt ont simplement ravagé cette ville. La vie est devenue impossible à cet endroit-là. Mais également, les feux ont ravagé une partie de la Grèce, comme vous voyez par là, mais également de l'Ouest américain, qui d'ailleurs a continué à brûler encore maintenant. En hiver, les feux reprennent régulièrement. Et nos activités n'engendrent pas seulement un réchauffement, en fait, on parle d'un dérèglement climatique. Donc ça n'engendre pas seulement des feux, mais également, comme on a pu le voir l'été dernier, des inondations, parce que toutes sortes de catastrophes naturelles deviennent en fait plus imprévisibles, diverses et récurrentes. Donc là, c'est en Allemagne, mais il y a aussi eu également en Chine ou en Belgique, comme vous pouvez voir sur cette image-là, mais également beaucoup plus proche de chez nous, dans le Jura, ici en Suisse. Et comme je l'ai dit plus tôt, en fait, les catastrophes climatiques, elles se produisent pas juste en été, comme on pourrait peut-être l'imaginer avec les feux de forêt, mais en fait, elles se produisent sans interruption sur toute l'année, sur toute la planète, comme ici à Madagascar, où une tempête a sévi assez récemment, fin janvier, qui a fait en tout cas 34 morts et plus de déjà 30 000 personnes déplacées. En ce moment, il y a aussi un grand risque de feu de forêt, par exemple, au Tessin. Donc en fait, même si on est en plein hiver, les risques continuent d'être très présents et les catastrophes de se faire. Bien sûr, ces catastrophes, elles induisent quoi ? En premier lieu, ce qu'on peut penser, c'est les pertes humaines. Mais pas seulement, en fait. Ça induit également des déplacements de population qui doivent donc trouver refuge autre part, ce qui peut induire d'autres conflits migratoires. Ça induit également un effondrement de la biodiversité et donc un effondrement des pollinisateurs qui a un risque sur la production de nourriture. Et comme on le sait très bien, ces catastrophes, nos activités peuvent également induire des pandémies et comme on le sait, induire ensuite des situations très compliquées. Quel est le coût au final de ces catastrophes ? Eh bien, il est estimé à 250 milliards de dollars. Et un monde vers lequel on se dirige, pour l'instant très probablement, donc à plus de 2 degrés en tout cas, ne pourrait carrément plus être assurable selon certains assureurs. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on peut encore éviter justement ce réchauffement à 2 degrés, mais pour cela, on est obligé de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est également ce qui a été dit dans le rapport du GIEC de l'été dernier. Comment le faire pour avoir une chance de rester en dessous de ces 2 degrés ? On voit ici ce graphique et on voit que la courbe orange, donc la plus drastique dans les réductions des émissions de CO2, est la seule qui nous permettrait d'avoir 83% de chance de rester à ce 1,5 degré de réchauffement. Mais comme on le voit, ça reste 83% de chance, donc c'est même pas un 100%, et pourtant c'est la courbe de réduction la plus drastique. En 2040, il faut vraiment qu'on soit à net zéro et qu'on ait bien sûr commencé à réduire drastiquement dès aujourd'hui. Et ça, c'est pas que nous qui le disons en fait, mais c'est également ces faits scientifiques qui ont poussé l'Agence internationale de l'énergie à déclarer qu'il faudrait stopper tout nouveau projet pétrolier ou gazier après 2021. Il faudrait notamment aucun nouveau projet créé dans ces domaines-là.
Donc ça, c'est très important, cette notion de nouveau projet. Et donc là, on voit, c'est vraiment pas seulement nous qui le disons, mais c'est également le directeur de cette agence internationale de l'énergie qui dit que c'est le plus grand défi que l'humanité ait jamais eu à relever, mais c'est absolument nécessaire d'arrêter ces nouveaux projets. Quel rapport avec la Banque nationale suisse ? La Suisse, un pays qui n'a pas beaucoup de ressources fossiles dans son sous-sol, me direz-vous. Et pourquoi se préoccuper de la situation de la Banque nationale en particulier ? C'est parce que la Banque nationale suisse a des réserves d'environ 1000 milliards de francs qui sont investis dans une opacité quasi totale. On ne sait pas où la Banque nationale investit. Alors, on peut le savoir grâce à des informations divulguées par certaines politiques de transparence, notamment aux États-Unis. Tous les trimestres, Wall Street publie les positions de ces différents acteurs. Donc, on a par là un indice. On sait que la BNS, elle investit dans la bourse américaine et on sait où elle investit. On a estimé qu'au total, elle avait au moins 9,4 milliards de dollars dans les énergies fossiles, au total dans tous ces investissements. Évidemment, c'est une évaluation très minimale par rapport aux informations extrêmement lacunaires dont on dispose. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est qu'à Wall Street, donc comme je le disais, on a le détail des investissements de la BNS. On voit qu'elle investit dans Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Tesla, etc. Et puis dans ExxonMobil à hauteur de 1 milliard de dollars. Donc on sait que la BNS finance les géants du pétrole US, notamment donc les dits ExxonMobil à 1 milliard, à hauteur de 1 milliard, et Chevron à hauteur de 822 millions. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait en plus que entre fin juin 2020 et fin juin 2021, donc dans le premier trimestre 21, on a eu une augmentation des valeurs boursières de ces deux compagnies, non seulement parce qu'elles ont pris de la valeur, mais aussi parce que la BNS a acheté davantage d'actions. Donc on n'est pas dans une politique de désinvestissement, on est dans une politique où la BNS continue d'investir toujours plus dans ces entreprises. Et ce qu'on sait, c'est qu'au total, à la bourse US, fin juin 21, on avait environ 6 milliards de dollars, donc 5,9 milliards de dollars que la BNS investissait dans 148 entreprises différentes dans les énergies fossiles. Alors, les impacts des investissements de la BNS, l'impact totaux des investissements, on sait qu'ils se montent, selon cette étude ISS Ethics qui a été faite pour les artisans de la transition, à hauteur de 43,3 millions de tonnes équivalent CO2 par an. Donc, ce que la BNS investit contribue à 43 millions de tonnes équivalent CO2. C'est-à-dire qu'en gros, la BNS, elle nous emmène sur une trajectoire de réchauffement, si toutes les banques faisaient la même chose, sur une trajectoire de plus 4 degrés. C'est-à-dire une trajectoire qui est cataclysmique. Un monde à plus 4 degrés, c'est plus du tout le monde qu'on connaît aujourd'hui. C'est un monde où la stabilité économique, politique, démocratique est largement compromise. On aura des régions entières qui seront devenues quasiment inhabitables pour l'être humain, des pôles qui se réchauffent de 11 à 13 degrés. Pour donner un ordre de grandeur, je disais, donc la Banque nationale suisse, ses émissions correspondent à environ 43 millions de tonnes de CO2. La Suisse entière, toutes les émissions de toute la Suisse, de toutes les voitures, de tous les chauffages au mazout, de toute notre consommation, etc., ça correspond environ à 47 millions de tonnes de CO2. Donc la Banque nationale, par ses investissements, contribue à doubler les émissions des habitants de toute la Suisse. Et pour donner un ordre de grandeur de ce qu'émet la place financière dans son ensemble en Suisse, c'est 20 fois les émissions du pays entier. Ça veut dire qu'avec le levier financier, on a un levier énorme pour diminuer massivement l'impact sur le climat du pays. Alors la BNS, pour nous, elle doit montrer l'exemple. Il y a un rapport qui est très intéressant, The Green Central Banking Scorecard, qui compare les politiques des banques centrales des pays du G20. Alors évidemment, la Suisse ne fait pas partie du G20, mais ce rapport consacre un petit encadré spécifique à la Suisse, précisant bien que si elle faisait partie du G20, elle serait à la 8e place des pays, c'est-à-dire derrière tous ses voisins européens, et puis surtout, elle a une importance systémique. C'est ce que souligne ce rapport qui dit que voilà, la Suisse a beau être un petit pays, sa banque nationale a des investissements d'une telle taille que si elle changeait sa politique d'investissement, ça pourrait en avoir un impact mondial relativement élevé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle peut désinvestir sans risque, parce qu'elle a une petite minorité d'actions qui sont très émettrices. Dans son portefeuille d'actions, on estime qu'il y a environ 5% de ces actions qui contribuent à 59% de ses émissions de CO2. Donc, sans risque systémique aucun pour la BNS, elle pourrait se débarrasser de ses actions les plus polluantes et elle aurait un impact extrêmement fort du point de vue climatique. Alors,
Un des arguments invoqués pour refuser toute mesure ou toute intervention sur les investissements de la BNS, c'est que ce serait une atteinte à l'indépendance de la Banque nationale. En vérité, la Banque nationale elle a déjà des politiques d'exclusion. Par exemple, elle n'investit plus dans les mines antipersonnelles et elle n'investit plus dans tout ce qui cause systématiquement de graves dommages à l'environnement. Enfin, théoriquement, selon ses politiques d'exclusion, et depuis quelque temps, elle n'investit plus dans les entreprises, dont le modèle d'entreprise repose principalement sur l'extraction du charbon pour produire de l'énergie, sous le motif qu'il existe en Suisse un large consensus en faveur de la sortie du charbon. Nous estimons qu'il existe en Suisse un large consensus en faveur de la sortie des énergies fossiles, que c'est une nécessité, parce que c'est en cohérence avec nos engagements à l'international en Suisse et avec les objectifs politiques locaux. La Suisse, elle a ratifié les accords de Paris. Le canton de Genève, comme d'autres cantons, a un plan climat cantonal qui vise à Genève moins 60% d'émissions de CO2 d'ici 2030, puis la neutralité carbone environ vers 2050. Donc, on a des engagements à la fois internationaux ratifiés localement et des engagements locaux qui visent à la diminution des émissions de CO2. Donc, mettre en cohérence les objectifs politiques locaux et les engagements à l'international avec les investissements que fait notre Banque nationale suisse, c'est la moindre des choses. C'est aussi, pour être en conformité avec à Genève la constitution cantonale qui dit que la politique énergétique est fondée notamment sur le développement des énergies renouvelables et indigènes, sur le respect de l'environnement. Donc on a très clairement à Genève les outils constitutionnels, législatifs qui permettent d'appuyer le fait que le canton devrait intervenir auprès de la BNS pour lui demander de désinvestir. Les collectivités et institutions publiques, c'est écrit dans la Constitution, elles sont liées avec les objectifs donc de respect de l'environnement notamment pour leurs investissements et dans l'utilisation de leurs droits sociaux. Donc il est tout à fait raisonnable de demander à Genève, en tant qu'actionnaire de la BNS, de peser sur celle-ci pour qu'elle se mette en conformité avec ce qui n'est que la Constitution genevoise. Les revendications de cette pétition, elles sont assez simples. C'est déclarer publiquement le soutien à l'alignement de la Banque nationale suisse sur les accords de Paris. Il faut que Genève, en l'occurrence, mais ça peut être d'autres cantons, doivent déclarer leur soutien au fait que les investissements de la BNS doivent s'aligner sur les accords de Paris. On peut poser des questions à la prochaine Assemblée générale, qui est le 29 avril 2022. Par exemple, quel calendrier pour que la BNS désinvestisse des énergies fossiles ? Ça, c'est des questions que peuvent poser les actionnaires, notamment les cantons. Il y a la possibilité, alors elle est maintenant échue, mais ça aurait été de déposer une motion de 20 cantons, ou alors que ces mêmes 20 cantons demandent la tenue d'une assemblée générale extraordinaire de la BNS. Et puis une dernière option, ce serait de refuser le rapport financier de la Banque nationale suisse pour marquer une protestation avec la politique actuelle de ces investissements dans les énergies fossiles. Voilà, toutes ces revendications peuvent se cumuler les unes aux autres et tout peut être réalisé en même temps. Cette pétition, elle a été déposée dans tous les cantons suisses avec un tour à vélo qui a été organisé par l'organisation Campax sous le nom de Tour du climat. Et il cherche à faire pression sur tous les cantons pour qu'on décarbonise cette banque nationale suisse.